avec une sauce au citron confit. Passion cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance d'avoir une discussion avec le premier commissaire en équité et en droit de la personne du CEPO. On va aussi discuter des modifications de l'application WhatsApp et de plein d'autres affaires technologiques avec notre expert Denis Lima. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler avec Esther Beauchemin, que vous allez sûrement reconnaître. Grande nouvelle, elle a pris sa retraite depuis l'été 2020. Et Esther, aujourd'hui, on est là pour parler de ton bilan. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, quand tu regardes tout le parcours que tu as eu à faire de plus de 20 ans, est-ce que tu es fière de tes accomplissements? Écoute, ça fait toujours un peu drôle de faire des bilans puis de regarder ce qu'on a fait. Mais écoute, oui, il y a des choses dont je suis fière, il y en a d'autres dont je suis moins fière, c'est normal. Et puis oui, il y a des choses qui me font encore très chaud au cœur. Puis mais c'est ça, quand on dit prendre sa retraite, pour moi, je suis plutôt retournée à la pige. J'ai quitté la direction artistique du Théâtre de la Vieille 17, mais je continue d'être active dans d'autres choses. Et puis, je retourne plus à des activités artistiques, mettons, pures, qu'on pourrait dire. Et ça me fait très plaisir. Avant de parler de qu'est-ce que tu feras je vais dire, de ton temps de pseudo-repos, parce que je sais que tu vas pas te reposer, j'aimerais juste, quand on parle de ton bilan, là, moi, je me permets de dire qu'il est quand même pas mal positif. Pourquoi je le dis? Parce que je t'ai reçu plusieurs fois à l'émission et toutes les œuvres que tu présentais ou que tu invitais la communauté francophone à voir, c'était vraiment des œuvres qui avaient un aspect soit politique, soit vraiment social. Et je pense que c'est ça, ta petite touche personnelle qui changeait les choses dans le monde du théâtre. Ouais, juste faire de l'art est déjà un choix social et un choix politique parce que ça implique beaucoup de travail, pas nécessairement beaucoup de reconnaissance, sûrement pas beaucoup d'argent, en tout cas en théâtre. Mais c'est sûr que l'aspect social et l'aspect politique m'ont toujours intéressée. Et puis, je trouve que le théâtre, c'est un bon moyen un bon moyen d'atteindre les gens par une expérience vivante, puis un contact vivant et puis par les émotions. Donc, c'est ça. Mais il y a aussi la valeur intrinsèque de l'art qui est, pour moi, est très importante. Donc, il y a eu des pièces qui n'avaient pas nécessairement d'un contenu social très affirmé, comme dans les spectacles pour enfants, par exemple, et qui pourtant, parce qu'ils abordent la poésie, parce qu'ils abordent les images, pour moi, c'est très important aussi. Mm. Oui, c'est vrai parce que je me souviens d'une pièce dont on avait parlé. Je pense que ça fait une année ou une année et demie qui me parlait beaucoup. C'était Terre d'accueil parce que vraiment il y avait vous avez vraiment travaillé sur ce projet. Et puis je pense qu'il a eu vraiment du succès celui-là. C'était vraiment à caractère social. Ça intéressait le public. Ah oui, oui, tout à fait. Ça fait plus longtemps. En fait, on a fêté il y a un an le 10e anniversaire de Terre d'accueil. Donc, c'est une expérience qui est quand même assez loin dans le temps, mais qui est encore très proche et très chaude dans mon cœur. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, beaucoup. Et puis, je pense qu'il a apporté beaucoup à tous ceux qui ont participé. Un grand courant de solidarité, de chaleur humaine, et de compréhension aussi quand on a présenté le spectacle, de compréhension les uns des autres, ou au moins de l'ouverture pour avoir cette compréhension. Fait que oui, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est vrai.
Et puis là, c'est vraiment, je pense que les gens qui sont dans le monde artistique, là, tu l'as mentionné tantôt, j'ai eu un petit passement au cœur quand tu disais, on fait du théâtre par passion, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent dedans, il y a peu de reconnaissance, mais je pense que en tant que directrice artistique, là, tu as été à la tête de la direction artistique de théâtre de la Veille 17 plus de 20 ans, ou si je me trompe pas, et quand même de Non, moins que recevoir ça, mais un quand même. hommage. Même recevoir un Pardon. hommage, là, tu as eu le plaisir de recevoir le prix hommage en septembre dernier de Mm. Théâtre Action. Ça, là, c'est quelque chose que tu dois célébrer. Tu le mérites. Oui, ben merci. J'étais très contente, très touchée aussi par ça, parce que c'est le milieu théâtral. Moi, je suis arrivée dans la région d'Ottawa il y a plus de 30 ans, mais j'étais de Montréal. Et puis, à Montréal, je trouvais très, très difficilement du travail. Ça a été très difficile. C'était l'époque où il y avait quand même 20% de chômage dans les années 80 chez les jeunes, parce que j'étais jeune dans ce temps-là. Donc, c'était très difficile. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé un milieu vraiment ouvert. Un des premiers endroits où je suis allée pour avoir des contacts avec les gens en théâtre, c'est à Théâtre Action. Puis j'ai été accueillie Hmm. presque comme dans une maison. Et puis le milieu théâtral franco-ontarien m'a vraiment donné tellement de chance que j'aurais jamais cru possible. Jamais on m'aurait dit, je sais pas, il y a 20 ans, quand j'étais pas à la tête de la vieille 17, on m'aurait dit, tu vas diriger la compagnie. J'aurais dit, t'es pas bien, ça va pas la tête. Vraiment, c'est pas, c'est pas quelque chose, c'était pas quelque chose qui était dans mes ambitions, si on peut dire. J'ai jamais eu d'ambition d'être connue, d'être une vedette. Pour moi, je voulais être une artiste parce que pour moi, artiste et vedette, c'est deux choses. Je voulais faire des choses, je voulais dire des choses. Mais ça, je trouvais ça important. Puis le milieu franco-ontarien m'a ouvert les bras et m'a permis de toucher à toutes sortes de choses, m'a permis de jouer pour les enfants, pour les adultes, m'a permis d'écrire, m'a même permis de faire des scénographies, jadis naguère. Donc, et m'a permis, en fin de compte, de diriger une compagnie de théâtre. Puis voilà. Donc, c'est vraiment un milieu très, très, très ouvert et très accueillant. Vraiment. Moi, je pense que quand on fait quelque chose avec le cœur, on n'a pas envie d'être vedette, oui, mais veut pas, à cause de l'impact et que de l'amour qu'on met dans son travail, on finit par devenir une vedette. Et quand en parlant de tes exploits, si je peux me prononcer ainsi, je sais que tu as quelque chose comme mission là, qui te tenait vraiment à cœur, c'était d'envoyer le monde théâtral dans les écoles. Est-ce que tu penses que maintenant que tu t'es retiré, que tu as pris ta retraite, tu penses que le théâtre de la Veille 17 pourra continuer cette mission-là sans toi? Oui, je pense. Ben, tu sais, c'est sûr quand la personne qui m'a succédé, c'est Geneviève Pinault, puis c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai collaboré souvent quand j'étais à la direction du Théâtre de la Vieille 17 et qu'elle était au Théâtre du Nouvel-Ontario. On a fait plusieurs coproductions, collaborations, et je sais que Geneviève, l'aspect social et l'aspect politique est aussi important pour elle. Puis de travailler avec les enfants, c'est très important aussi pour elle. De toute façon, c'est dans le mandat de la compagnie de faire des choses pour les deux clientèles, si on peut dire, pour les deux publics, les adultes et les enfants. Mm. Alors, on est content de savoir que au moins la vision et la mission seront toujours gardées bien au chaud, même si Esther elle n'est plus de là-bas. Mais comme tu l'as mentionné en début Ah oui. d'entrevue, c'est clair que tu vas rester à la pige. Je suis sûre que tu vas pas vraiment prendre ta retraite, mais qu'est-ce que tu penses à faire dans l'immédiat? Ben, j'ai déjà par-ci par-là des engagements. J'ai bon des trucs qui s'en viennent avec des jeunes compagnies de théâtre, mais aussi un petit peu avec la vieille 17. J'ai fait du mentorat, donc ça me fait tellement drôle parce que quand je suis arrivée à la vieille 17, j'étais tellement peu sûre de moi. Puis, mais bon, au cours des années, j'ai acquis un petit peu d'expérience, puis qu'on me demande de partager avec d'autres compagnies et ça me fait super plaisir. C'est toujours riche, ces échanges-là. Et puis, sinon, ben, je suis retournée un peu à mes anciennes amours. Moi, ma formation académique n'est pas en théâtre, mais est aux beaux-arts.
en art plastique et j'ai recommencé à dessiner, à peindre et puis ça m'allume, ça me passionne. Et puis aussi, je fais la conversation à des nouveaux arrivants qui apprennent le français bénévolement. Ça, c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur, puis qui me fait voyager, qui me fait voyager 2 heures par semaine. Donc, je fais la conversation à des nouveaux arrivants. Et puis, c'est toujours riche parce que je sais que ces gens-là en ont vécu des choses et puis voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Esther. Tu es une belle personne, je vais me permettre de le dire. Je te souhaite une très belle retraite, même si je sais que tu n'en vas pas prendre une. Bonne journée à toi. Bonne journée. Merci beaucoup, Claude. Merci. Au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de savoir des informations sur le théâtre La Veille 17 ou Théâtre Action, d'abord le site web de Théâtre Action, c'est www.théâtreaction.ca et celui de La Veille 17, c'est théâtrelavieille17.ca. Maintenant, on va s'intéresser au tollé qui a fait bouger les réseaux sociaux. Il paraît que WhatsApp, là, Denis, il va nous prendre nos informations et les partager un peu partout. On a notre expert techno qui va démêler tout ça. À propos de WhatsApp au courant des dernières semaines. Donc, pour qu'on comprenne un petit mieux, j'aimerais ça qu'on fasse un petit historique rapide de WhatsApp. Donc, WhatsApp, qui Merci. est une plateforme, oui, qui est une plateforme de messagerie instantanée, gratuite. La particularité de cette plateforme, c'est que les messages sont encryptés, donc sont sécurisés. D'ailleurs, il y a plusieurs journalistes qui utilisent cette plateforme-là avec leurs sources, des fois des sources criminelles, pour pas qu'on puisse retracer les personnes et que le source soit protégé. Donc, c'est une des particularités de la plateforme. La plateforme a été achetée par Facebook en 2014 pour un petit montant de 16 milliards de dollars, ce qui est énorme quand même pour une plateforme de messagerie. Et côté monétaire, c'est quoi le modèle d'affaires de WhatsApp? Ben, au départ, WhatsApp pensait facturer ses abonnés 1 dollar par année pour un abonnement au service, parce que le service, en fait, permet de faire des appels partout dans le monde de façon gratuite. Tout ce que j'ai besoin, c'est une connexion Internet. Je peux faire un appel téléphonique, un appel audioconférence, et je peux parler à toutes sortes de monde à travers le monde. Par la suite, ils ont décidé de retirer l'abonnement d'1 dollar parce que, bon, il y a des personnes qui étaient un petit peu contre, malgré que ça rapportait quand même des revenus de 700 millions par année à ce moment-là, parce qu'on avait environ 700 millions d'abonnés. Aujourd'hui, le modèle d'affaires de WhatsApp, il est basé sur les entreprises. C'est-à-dire, il y a plusieurs entreprises qui vont utiliser, exemple, le service à la clientèle, le soutien technique, via un service de WhatsApp, donc un service chat. Donc, je pourrais appeler une entreprise pour du soutien technique ou du service à la clientèle via le chat de WhatsApp ou même téléphonique. Étant donné que c'est gratuit, donc j'ai pas de frais d'interurbain, j'ai pas de numéro 1-800 à débourser. Donc, c'est gratuit pour les clients de cette entreprise-là. Et l'entreprise, elle, va payer pour avoir le service entreprise de WhatsApp. Donc, ça, c'est le modèle d'affaires jusqu'à présent qui était celui que Facebook a apporté à WhatsApp, qui génère quand même 5 milliards de revenus annuellement pour une base de 2 milliards d'abonnés. C'est quand même énorme en termes de revenus et d'abonnés qui sont disponibles. Maintenant, la fameuse révolte, peut-être pas une révolte, mais la fameuse tollée qui était arrivée il y a quelques semaines, WhatsApp a décidé de changer ses modalités d'affaires avec ses usagers. Et dans cette modalité, ce qu'on pouvait sous-entendre, c'est qu'il allait avoir de l'information qui allait être partagée avec Facebook. Et là, évidemment, beaucoup de monde se sont préoccupés. Je sais que toi aussi, tu t'es préoccupé parce que tu m'as contacté. C'est quelque chose que tu utilises toi aussi. Et là, le monde paniquait un petit peu. Et même sur Twitter, Elon Musk lui-même a dit changer de plateforme, aller sur quelque chose d'autre. Puis ça a fait beaucoup, comme je disais, oui, ça a fait beaucoup parler. D'ailleurs, des compétiteurs de WhatsApp comme Signal et Telegram, qui sont des applications similaires, ont connu une augmentation d'abonnés qui sont partis de WhatsApp, qui sont allés à ces plateformes-là. Maintenant, WhatsApp, eux, ce qu'ils disent, c'est que
oui, il va y avoir de l'information qui va être partagée avec cette mise à jour-là. Et l'information qui va être partagée, c'est pas de l'information personnelle. Donc, ce ne sera pas les messages que toi t'envoies à tes amis ou à ta famille. C'est vraiment les messages que toi tu vas faire avec les entreprises avec qui tu fais affaire. Donc, si tu appelles un service à la clientèle qui passe à travers WhatsApp, c'est une communication entre toi et une entreprise. Donc, il pourrait avoir de l'information qui est saisie là-dedans et cette information-là serait partagée avec des compagnies parentes de Facebook. Donc, Facebook, Instagram, plus une dizaine d'autres compagnies qu'ont Facebook, qui appartiennent à Facebook. Et eux utiliseraient ça selon l'optique où est-ce que, un petit peu comme quand tu vas sur Google, tu fais une recherche là, pour t'acheter un nouveau chandail. Et puis là, oups, Oui. tu vas sur ton Facebook, tu vas sur d'autres affaires, puis là, tout le monde te propose le même chandail partout sur Amazon, sur toutes sortes d'autres plateformes. Mais c'est un petit peu l'approche que WhatsApp voulait prendre avec sa mise à jour. Hey, mon Dieu, ça a créé un de ces tollés là. Et puis maintenant que tu l'expliques, c'est beaucoup plus clair. Donc, on peut comprendre, en tout cas, si je m'en tiens aux informations que toi aussi, tu as pu collecter avec sur les différentes plateformes où WhatsApp, pardon, s'expliquait, ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que WhatsApp a décidé de reporter les changements des ententes avec les usagers, donc la mise à jour, la reporter au mois de mai. Et je crois, selon moi, que ça a été reporté pour qu'ils puissent mieux positionner leur message en termes de quelle information qui va être partagée, à qui ça va être partagé exactement et pourquoi ça va être partagé. Je pense qu'ils vont travailler probablement un petit peu là-dessus d'ici le mois de mai, justement pour éviter toute cette confusion-là. J'espère bien pour eux. Il va nous rester 3 minutes, Denis. Là, on va parler Oui. maintenant d'intelligence artificielle. J'écoute, tu m'as envoyé les notes par rapport à ça. J'ai pas compris. C'est quoi cette histoire? Oui. Donc, Microsoft a déposé un brevet pour un programme d'intelligence artificielle. En fait, ce programme-là, ce qu'il va faire, c'est pour ceux qui sont familiers avec l'émission Black Mirror sur Netflix, il y a un épisode qui s'appelle Be Right Back. Dans cet épisode-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est un couple, donc le conjoint décède et la conjointe réanime le conjoint à travers ses posts Facebook, à travers ses profils de réseaux sociaux et fait une espèce de personnalité virtuelle à partir de toute cette information-là. Donc, qu'est-ce que Microsoft a déposé comme brevet? C'est à peu près ça. Donc, c'est un brevet qui permettrait, une technologie qui permettrait d'aller chercher de l'information sur une personne, sur ce qu'ils ont écrit, sur ce qu'ils ont posté, sur leurs réseaux sociaux et tout ça. Et ils vont créer ce qu'on appelle un chatbot. En fait, c'est une personnalité virtuelle. Et là, tu pourrais interagir avec cette personne-là, envoyer un message, quelque chose comme ça, et la personne te répondrait Ok. comme si c'était la personne qui est décédée. Donc, avec les mêmes traits, le même type d'humour, le même type de réponse. Donc, c'est un petit peu ça qu'ils ont déposé comme brevet récemment, le Microsoft. Eh bien, c'est pas quelque chose qui va se faire demain. On se donne plusieurs années pour ça. Mais d'ici là, je suis sûre Oui, que en tu fait, auras des informations pour nous autres. oui, 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 absolument. Merci beaucoup, Denis, pour tous ces éclaircissements et on se voit une prochaine fois. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, déjà, j'espère que c'est assez clair pour ceux qui étaient un peu, je vais dire, en rogne contre WhatsApp. Denis nous a apporté quelques éclaircissements. Maintenant, on va s'intéresser, si je peux le dire, au premier commissaire en équité et droit de la personne du CEPO. C'est Monsieur Yves Gérard Méouloko, qui est, comme je viens de le mentionner, le premier commissaire dans ce domaine-là. Et la première question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Loco, c'est de savoir, c'est quoi le parcours qui vous a mené jusqu'à ce poste, surtout que c'est un premier au sein de ce conseil scolaire. Bien, bonjour Madame Bonny. La question effectivement peut se poser parce que comment est-ce qu'on en arrive là? J'ai un parcours assez atypique puisque au départ j'ai une carrière de journaliste pendant plusieurs années où j'ai œuvré notamment à Radio-Canada et dans des médias
privé dans la région de Montréal, et donc j'ai effectivement eu une carrière dans le domaine de la radio, de la télévision, que ce soit au Québec, en Ontario et dans l'Ouest canadien aussi dans le passé, mais j'ai aussi eu la chance de travailler également au commissariat au service en français de l'Ontario jusqu'aux événements de 2018, du 15 novembre 2018, comme vous le savez, bien sûr, et par la suite, je fais partie de ceux qui ont fait la transition vers le bureau de l'Ombudsman de l'Ontario, où j'ai eu le plaisir d'être le gestionnaire de cette unité des services en français avant l'arrivée de la nouvelle Camille Burke et donc, je me suis intéressé à ce nouveau mandat qui se présentait au CPO, le mandat de commissaire à l'équité et droits de la personne. Ok, je comprends mieux en fait, puisque si vous savez un peu c'est quoi les défis des francophones, et puis en même temps quand on parle d'équité, on va parler d'équité dans différents domaines, dans le conseil scolaire ou CEPO. Donc je pense que quelque part vous êtes quand même à même de pouvoir donner des petites stratégies qui pourront faire avancer les choses. Alors, comme premier commissaire en équité et en droit de la personne, ça sera quoi votre rôle spécifiquement? La question se pose, et vous faites très bien de la soulever, cette question-là, Madame Bonny. Un commissaire en équité droit de la personne, en fait, c'est un mandat qui veut jouer surtout d'influence au sein même de la structure qu'est le conseil scolaire. Sensibiliser, éduquer, former notamment non seulement les enseignants, le personnel administratif, mais aussi et surtout les différentes communautés du conseil, que ce soit tant au niveau des élèves, de leurs parents, les sensibiliser à ce qu'est l'équité, parce que l'objectif commun, bien sûr, c'est d'arriver vers un milieu d'enseignement et d'éducation qui soit inclusif pour tous. Un milieu dans lequel chaque élève va avoir une chance de pouvoir exprimer son plein potentiel, quelles que soient ses origines socio-démographiques ou socio-économiques. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'arriver à permettre à chacun de ces élèves-là, chacun de ces jeunes que nous avons dans les écoles du CPO, eh bien d'avoir une chance égale pour assurer finalement son avenir. Et c'est ce qu'on souhaitait aussi pour le personnel, parce que, bien entendu, nous avons un personnel qui est issu de la diversité et qui représente en fait la communauté francophone d'aujourd'hui, diverse telle qu'elle est, avec ses différentes origines, et donc il faut être conscient de ça et développer un cadre de travail, un milieu dans lequel tout le monde sera en mesure de s'émanciper et de s'émanciper tel qu'il est et non pas à avoir à s'adapter nécessairement. Il faut que les gens puissent avoir la chance d'avoir les mêmes chances, des chances égales finalement. Exactement. Et puis, ça me fait penser que j'en ai discuté un peu avec Madame Tremblay, Madame Sylvie Tremblay, qui parlait en fait de cette nouvelle planification stratégique 2025. Et je pense que ça, c'était un point fort, surtout regardant les derniers événements qui se sont passés avec George Floyd. On en a parlé un peu. C'est tout ça qu'elle a voulu, en tout cas quand on parlait de la planification stratégique, là, qu'elle a voulu mettre en avant. Et je pense que ce premier commissariat, si je peux l'appeler ainsi, avec vous à la tête, ça sera un point fort pour le CEPO. Et là, moi, je suis en train de me poser la question de savoir, puisque tout se fait virtuellement, comment là s'organiser? Est-ce que vous allez faire des séances d'information? En tout cas, c'est quoi votre planification à vous? Alors, oui, il va falloir effectivement le fait d'être à distance aujourd'hui et surtout de le faire au niveau virtuel nous crée un défi. C'est un défi pour tout le monde, c'est un défi pour vous, c'est un défi pour votre producteur, c'est un défi également pour moi, c'est un défi pour les enseignants. On pense à eux, par exemple, au quotidien, ce qu'ils vivent actuellement. Imaginez quand vous êtes enseignant et que vous devez développer une planification quotidienne pour des élèves et le faire de façon virtuelle. C'est un énorme défi. La question de l'équité, vous avez bien fait de le souligner tout à l'heure, l'équité pour les francophones, c'est un combat qui est perpétuel en Ontario et au Canada en général, en termes de quête d'avoir des services équivalents et des services qui sont représentatifs de notre communauté. Et c'est ce qu'on compte faire aussi. Et c'est ce que je compte faire également au CPO. Alors, comment y arriver? C'est par le dialogue. Le dialogue, parce qu'on a besoin tout d'abord d'identifier quels sont les besoins, quelle est la compréhension que nous avons de ce qu'est l'équité. Donc, il faut tout d'abord s'asseoir et discuter ensemble, de comprendre ensemble qu'est-ce que l'équité, qu'est-ce que les droits de la personne, quelles sont les mesures anti-discrimination, quelles sont les mesures anti-racisme que nous avons déjà en place et quelles sont celles dont nous avons besoin. Je ne suis pas pédagogue, je ne suis pas enseignant,
Mais donc, j'ai besoin d'avoir l'apport de mes collègues qui, eux, sont en salle de classe et qui me disent « Écoute, Yves Gérard, voici ce dont moi je crois que nous avons besoin dans nos salles de classe pour permettre à nos élèves d'accéder finalement à un enseignement qui soit équitable et qui leur permette en bout de ligne, quand ils arrivent en 12e année, eh bien, on veut la réussite scolaire de tous nos élèves. Et c'est ce qu'on souhaite. Les enseignants sont les meilleures personnes placées pour nous guider aussi vers ça. Donc, on a besoin de les consulter. On a besoin de consulter notre personnel administratif, comprendre également de quelle façon est-ce qu'on peut, nous, à l'interne, développer au CPO des politiques, des directives, des processus qui soient équitables et qui permettent justement au Conseil de s'inscrire dans cette voie, comme Madame Tremblay vous l'a certainement dit, dans notre plan stratégique, d'avoir cette voie d'équité, de milieux inclusifs et bienveillants pour l'ensemble de nos communautés. Dans nos relations également avec la communauté, il faut qu'on soit en mesure d'avoir ce dialogue-là parce que les enseignants de demain sont formés, oui, certes, au CPO, dans d'autres conseils scolaires, mais ils sont formés également dans les universités. Il va falloir que nous ayons aussi cette conversation avec nos collègues des universités pour savoir de quelle façon est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour réussir cette mission. Il ne faut pas aussi éluder le fait que la question de l'équité est aussi une vision qui a été exprimée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. C'est primordial de le prendre en considération puisque le ministère s'est doté d'un plan d'action allant en ce sens, sa volonté de développer des milieux inclusifs et a demandé au conseil scolaire d'aller de l'avant et de développer justement des initiatives comme la création d'un poste comme le mien, mais qui se fait également dans d'autres conseils scolaires. Donc, c'est le travail de tous. L'équité aujourd'hui joue un rôle prépondérant pour l'avenir de notre société. C'est une question de justice sociale, c'est une question de paix sociale et de cohésion sociale aujourd'hui dans l'Ontario de demain. Alors, il va nous rester juste 2 minutes. Là, on a parlé du personnel administratif, des enseignants, des élèves qui sont bien évidemment, je veux dire, le cœur même de toute cette thématique-là. Mais qu'en est-il des parents? Ils ont un rôle à jouer aussi, si je ne me trompe pas. Vous avez totalement raison. Les parents ont un rôle primordial à jouer et justement, les parents doivent être conscients de la réalité, de la transformation que nous allons engager. Ils doivent aussi être conscients que cette transformation-là ne se fera pas du jour au lendemain. Il va falloir être patient. Il va falloir également qu'ils nous accompagnent aussi dans ce dialogue que nous allons avoir. Par ailleurs, nous allons lancer bientôt une vaste collecte de données sociodémographiques justement pour nous aider à avoir une compréhension de notre population et on compte vraiment sur les parents pour jouer un rôle justement et pour nous permettre de bien comprendre et de bien identifier les besoins dont que nous avons au CPO. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Écoutez, c'est un gros défi, surtout que tout va se faire virtuellement. Et puis, je suis pas mal sûre que vos collègues au CEPO vont vraiment vous aider avec ça. Ils sont bons dans ça, là, de garder cette entraide là entre vous autres. Et puis, moi, je vais vous souhaiter bonne chance pour ce nouveau mandat. Je vous remercie, Madame Boni, c'est vraiment gentil de votre part. Et merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez plus de détails concernant ce premier commissaire, ou si je veux dire ce premier mandat en tant en équité et en droit de la personne que le CEPO a lancé, je vous inviterai à visiter leur site web au www.cepo.on.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler avec Monsieur Jean-Charles Sénosier de Royal Prince Cuisine dans notre chronique Achetons local et bien d'autres choses à discuter. À demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Joey Robin-Haché qui nous parle de son 3e album. Des textes forts et engagés. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vivez l'expérience du bal de neige partout au Canada.
Regardez le spectacle virtuel à la conquête de l'hiver canadien. Rencontrez les sculpteurs de la première compétition nationale de sculpture sur glace. Votez en ligne pour votre sculpture préférée. Célébrez la diversité artistique canadienne avec Fausia, Ariane Moffat, William Prince, Tracy Trash, Corneille, Ria May et l'incroyable Eladj Baldé. Rendez-vous le 5 février à 19h. C'est aussi ça, le bal de neige. Maman, je te veux. Si, je veux. Arrêtez! Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.